Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux pour nous retrouver pour un webinaire organisé avec la marque BenQ. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Antonio Gaudencio de j'adorelaphoto.com. C'est marqué sur son polo. Il va vous à l'envers. remontrer. Ah non, non, on peut le lire. Toi, tu l'as à l'envers, mais nous, on peut le lire. Oui, c'est redressé. Et le sujet ce soir, Antonio, est-ce que tu peux nous le rappeler? Alors, ce soir, on va aborder un thème que je considère en tant que photographe passionné du terrain, même si on est à l'ère du numérique, c'est la composition sur le terrain autour de l'harmonie du sujet. C'est vraiment c'est la base de la photo, c'est la base en fin de compte de tout ce qui est composition. C'est le thème qu'on va donc échanger ensemble tout au long de ce webinaire. Tout à fait. Donc la composition en photographie, c'est le thème ce soir, vous avez compris. Je rappelle pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou pour qui peut-être c'est le premier webinaire avec nous, comment ça va se dérouler. Antonio va faire sa présentation qui dure à peu près 35-40 minutes. Dedans, il y aura deux petits quiz, des petits sondages où on va vous demander de vous positionner. Vous verrez, ça fait pas mal et il n'y a rien de difficile dedans. À l'issue de la présentation d'Antonio, on parlera d'une offre spéciale sur les écrans BenQ qui est proposée par notre partenaire revendeur qui est Graphic Réseau ce soir. Et juste après ça, on fait la session questions-réponses. Pendant la présentation d'Antonio, il ne va pas répondre à vos questions. Vous pouvez quand même en poser. Moi, je les note. Et pendant la session questions-réponses, je prépare des fils de questions et je les poserai à Antonio. Vous êtes un peu plus de 1900 à vous être inscrits, pardon, 1500 à vous être inscrits ce soir. Donc, vous êtes plusieurs centaines. Bien entendu, votre micro n'est pas ouvert. Par contre, on va déjà faire un petit sondage. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que l'image est bonne pour vous? Et je vais regarder vos réponses. Essayez comme ça d'utiliser l'outil. Le petit chat en bas. Voilà, tout à fait. Bon, ça a l'air d'être bien. Écoute personne. Ouais, non, mais il y a un monsieur que tu connais qui s'appelle Guilhem Doublé qui dit que le son est très bien et vous êtes très nombreux. J'espère que tu vas Voilà, bien. il y a Raphaël Grosso, il y a plein de gens qu'on connaît. Merci de nous suivre de manière aussi régulière, c'est très sympa. Donc moi, je m'occupe des petites questions et puis je note les questions qu'on posera à Antonio dans la session questions-réponses. Mais sans plus attendre, je vais te passer la main et moi, je disparais. C'est bon. Hop, est-ce qu'on me voit plein écran? Apparemment, oui. Tout à fait. Donc là, j'ai partagé mon écran. Tu me diras si c'est OK pour tout le monde. Est-ce que tout le monde le voit? C'est nickel. OK. Donc, par contre, moi, je vois ma fenêtre à moi. Il faut que je la réduise peut-être. Je vais finir par... je vais masquer ça. Et il y a ma petite fenêtre. Voilà. Donc, on va commencer par le premier élément. Je l'ouvre tout de suite. Alors, c'est une présentation keynote. Vous allez voir, on va aborder vraiment la composition. Je vais passer en mode plein écran. C'est bon pour toi, Hervé? Tu me vois bien? Oui, c'est bon. Passe en plein écran, effectivement. Voilà. Donc, on va aborder le thème de la composition en plusieurs parties, comme vous allez observer. Première partie, on va parler de la lumière et de la composition. Et ensuite, on va aussi aborder, je vous raconterai l'histoire un peu d'une image, qui est un peu une image signature, celle qui a été beaucoup appréciée, qui l'est encore. Et je vous raconterai qu'on raconte la planification d'une image. Au-delà de la composition, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de préparation, car on le sait tous, préparer un voyage photo, quand on est dans le cadre vraiment d'une démarche photo, il y a des frais, il y a un coût. Et donc, le but du jeu en tant que photographe passionné, c'est de faire en sorte d'optimiser au maximum notre déplacement pour, encore une fois, il y a une règle aussi qui s'applique, c'est que de toute façon, au bout du compte, au bout de l'histoire, ce sera Dame Nature qui décidera. Mais je vous raconterai qu'il y a moyen quand même avec des applications, puisqu'on est à l'ère numérique avec maintenant des applications qui sont beaucoup plus accessibles, donc beaucoup plus facile d'accéder à des informations qui nous permettent d'optimiser notre déplacement et faire en sorte de réussir le mieux possible notre prise de vue. Donc là, pour l'instant, on va parler composition.
Et la première chose, on va aborder, donc, on va commencer par les règles de composition. Tout le monde en a parlé, tout le monde en a entendu parler en tout cas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été formé par une grande école, l'école des Gobelins à Paris. Et très clairement, sur la partie photo, on a abordé les règles de composition. Mais la principale règle de composition qui est encore utilisée maintenant, c'est la règle des tiers, celle qui, par contre, c'est la matrice. Et ensuite, ces règles de composition se sont enrichies. Donc, d'autres règles de composition sont apparues, mais ce sont des règles qui sont plutôt liées, qui sont issues de mouvements photographiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, que ce soit dans l'art pictural ou l'art photographique, puisqu'en fin de compte, la photo, c'est l'héritier tout simplement le descendant de l'art pictural. Et donc, ça s'est enrichi par, non pas, les règles sont apparues, se sont enrichies, sont venues se compléter parce que tout simplement, il y a un moment bien précis, comme dans l'art pictural, par des mouvements donc créés par des photographes qui ont décidé tout simplement de remettre en question certaines règles de base et en créer d'autres. Et donc, il y en a une multitude. Mais on va aborder, on va compter celle qui est la plus connue, c'est la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, historiquement, alors la règle des tiers, c'est pareil. Il y a tout un échange, il y a eu des livres, il y a des forums, il y a eu des quantités incroyables de conférences sur la règle des tiers. Oui, on l'applique, oui, on l'applique pas, d'où elle vient. Voilà, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, historiquement parlant, c'est plutôt des grands maîtres de la Renaissance qui ont commencé à remarquer qu'en désaxant les sujets, la composition était plus dynamique, etc. Donc, on va aborder cette règle-là, puis après, on va surtout voir un peu aussi, parce que je fais partie de cette génération qui considère que la photographie, c'est un art et que dans les arts, donc tout ce qui est art, tout ce qui est approche artistique, il y a les règles, mais surtout, il faut aussi savoir ne pas l'utiliser quand celle-ci va à l'encontre d'une réflexion donc créative liée tout simplement donc à la sensibilité du photographe ou du peintre. Donc, on a le nombre d'or, on a la spirale de Fibonacci, et donc la règle des tiers est issue de ce calcul de ce mathématicien, et qui donc la règle des tiers fonctionne comme ça. On va la survoler puisque je pense que beaucoup la connaissent sur cette base de prise de vue que j'ai réalisée lors d'un voyage sur la route Coast 500 dans le nord de l'Écosse. Vous voyez, on a trois lignes de force, enfin deux lignes de force horizontales qui séparent donc notre image en trois bandes horizontales de même taille. Ensuite, on a deux lignes de force verticales qui séparent donc notre image en trois bandes verticales cette fois-ci. Donc, on a horizontale et verticale. Et quand on croise ensemble, on a donc 9 rectangles, mais on peut avoir aussi 9 carrés, puisque je vous rassure, c'est pas Instagram qui a inventé le format carré. Le format carré a toujours existé depuis l'argentique avec le fameux 6-6. Et donc, c'est le même principe. Donc là, on a 9 carrés de même taille, mais on peut avoir aussi 9 carrés dans le format carré. Et donc, si on regarde maintenant le croisement entre toutes ces lignes de force horizontales et verticales, on a les 4 points de force. Et donc, la règle des tiers consiste tout simplement, si on voit cette prise de vue, par exemple, que j'ai réalisée lors d'un voyage en Écosse, c'est le Elian Donald Castle, c'est le fameux château très connu, puisque le premier Highlander a été donc tourné sur ce château. Donc, c'est juste avant de passer le Sky Bridge, pour ceux qui ont été sur l'île de Skye. Et donc là, c'est vraiment ma composition. Donc, quand je suis arrivé sur place, j'étais au grand angle. J'avais un ciel limpide. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de donner de l'importance à mon ciel, à part si c'est une démarche plutôt minimaliste, pourquoi pas. Mais ma réflexion a été telle, j'ai un ciel qui est trop limpide. Je ne vois pas trop l'intérêt de donner son importance dans ma composition. J'ai le château. J'ai attendu que les éclairages s'allument. D'ailleurs, on a deux températures différentes d'éclairage, puisque ça ne doit pas être les mêmes. Il y avait du sodium, du tungstène, et les lampes chauffent différemment. Donc, on a un petit écart avec un ton chaud un peu plus froid. Donc, j'ai attendu que les éclairages s'allument. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis dit, voilà, je suis au grand angle. Comme je ne peux pas miser sur mon ciel parce que je n'ai pas un set de caractères, je me suis dit, il faut que je cherche un premier plan pour enrichir mon premier plan, puisque en photographie, c'est pareil. Quand on travaille au 16-35, pas 16 mm, on a du grand angle, et donc on a beaucoup d'espace, mais cet espace-là, il faut le combler. C'est comme si du jour au lendemain, vous vivez dans un studio et vous achetez un loft, et ben, il faut acheter, il faut meubler. Donc là, c'est pareil. J'ai dû meubler donc ma composition, et donc je suis descendu sur le bord du lac, et j'ai trouvé cette belle texture, il y a de la roche, et je trouve que ça participe vraiment au côté un peu rustique
de cette région qu'on aime beaucoup. Et on a vraiment un premier plan très texturé avec de la roche, on a des algues sèches et en haut, on a le château. Et si j'applique dessus la règle des tiers, on est vraiment pile poil dessus. On a donc, quand j'ai composé cette image, alors il faut savoir une chose importante, c'est que quand j'ai préparé ce keynote, j'ai fait la sélection de certaines photos pour illustrer donc ma présentation et je me suis aperçu tout simplement que sans m'en apercevoir, dans certaines situations, j'ai appliqué la règle des tiers, même sans réfléchir à la règle des tiers, mon esprit photographique, ma vision photographique, alors de par mon activité professionnelle depuis 35 ans, est formaté peut-être sur la règle des tiers, mais attention, on va aussi découvrir que je n'hésite pas à remettre en question quand celle-ci va à l'encontre de mon besoin de créer ou de proposer autre chose. Donc là, on a une ligne de force qui est quasiment basique, enfin l'horizon donc de l'arrière-plan de mon lac est quasiment sur ligne de force. Le château, qui est le sujet principal, est sur un point de force, donc le point bleu, 0,1. Et on a une ligne directrice qui part du bas à gauche et qui va vers donc le château. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'application stricte de la règle des tiers. On peut aussi, et ça c'est important aussi de le savoir, ça fonctionne aussi en vertical. Donc là, donc au format portrait, sur l'image de gauche, j'ai la tour Eiffel qui est sur un axe vertical, donc un axe, une ligne de force, et qui couvre 2 points de force. Et sur la droite, on a une photo qui a été réalisée lors d'un voyage à San Miguel des Açores, donc l'archipel des Açores. Et là, j'ai deux tiers de ma composition qui sont dédiés à mon premier plan, et un tiers qui est donc dédié à la partie ciel. L'horizon, il est sur une ligne de force, et là où il y a le point bleu, c'est là où se couche le soleil, c'est-à-dire que j'ai cadré en sorte que le soleil se couche exactement sur un point de force. Alors encore une fois, et ce qui est assez, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai préparé mon keynote, tout simplement, sur certaines photos, très clairement, sans même réfléchir à règle des tiers, je l'ai quand même appliqué. Alors, maintenant qu'on a découvert la règle des tiers, donc on va rester sur la règle des tiers, puis il y en a d'autres règles de composition qui sont venues, en fin de compte, enrichir toute cette réflexion. On a des dizaines de règles des tiers. Tous les ans, elles s'enrichissent parce qu'il y a un photographe qui crée une autre façon de composer, qui perce, qui est reconnu par son travail, et automatiquement, on va considérer que son art, son mouvement photographique peut devenir une référence et on va créer en fin de compte une nouvelle règle. Mais en fin de compte, la base, réellement, la base, on va dire la matrice, celle qui est la plus connue, c'est quand même la règle des tiers. Alors, encore une fois, c'est une activité artistique, ne l'oublions pas. C'est important de garder cette notion-là. Et pour moi, je pense que, alors, la règle des tiers, si vous tapez règle des tiers sur Internet, vous allez voir des échanges, il y a eu des livres, il y a eu des forums là-dessus. Moi, je pense que la règle des tiers, ça peut être intéressant dans une première réflexion. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un site en photographe de paysage, en photographie de paysage ou urbain, peu importe, ou même en portrait, dans le doute, ça peut être un moyen de réflexion, de base de réflexion. Voilà, j'ai cette composition-là, je vais appliquer la règle des tiers comme je l'ai appris, et à partir de là, la réflexion, c'est de se dire, est-ce que la règle des tiers, dans ce cas précis, va à l'encontre ou pas de mon envie de proposer autre chose, ou est-ce que cette règle des tiers convient à mon sujet? Puisque pour moi, en réalité, la vraie règle la plus importante, c'est une règle qui va nous permettre, par contre, c'est une règle de composition, c'est celle qui est la plus équilibrée, la plus harmonieuse autour du sujet, en prenant en compte bien sûr la dynamique de lumière. Donc il y a plusieurs façons de travailler là-dessus, on va les découvrir ensemble. Donc si vous vous posez la question sur le terrain, règle des tiers ou pas, écoutez, pourquoi pas, comme base de réflexion, mais surtout n'hésitez pas à remettre en question cette notion-là quand celle-ci va à l'encontre de ce que vous avez envie tout simplement de montrer aux gens qui vous entourent. On revient sur cette photo, donc sur la route Coast 500, donc en Écosse du Nord. Et là, quand je me suis arrêté, donc avec mes amis, j'ai composé comme ça, c'est ma composition. J'ai voulu faire donc en plusieurs plans. Un premier plan avec la surface d'eau, la berge. Ensuite, donc j'ai plusieurs plans arrière, parce qu'il y a deuxième plan, troisième plan. Et on finit donc avec la montagne qui ressemble un peu à un volcan. Et moi, je trouvais ça plutôt équilibré. Il y a des courbes dans tous les sens. C'est très harmonieux. Encore une fois, je trouve que cette photo très harmonieuse. Et si on applique dessus la règle des tiers, la grille, vous voyez, on est quasiment dessus. C'est-à-dire que, on va dire, le premier plan bas
donc en dessous de la limite de force basse, on est sur un premier plan, haut plus berge. Ensuite, on a un plan intermédiaire, donc tous les plans intermédiaires qui guident sur le dernier plan, qui est tout au bout, qui est donc cette montagne. Et c'est vrai que le sommet de la montagne, puisque dans ce sujet-là, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet principal qui est la berge avec cette lumière rasante un peu chaude, mais tout ça est accompagné par donc cette montagne qui ressemble à un volcan, et cette montagne qui ressemble à un volcan est mise donc en valeur par le fait qu'elle est sur un point de force. Donc ça, on va dire, on est encore dedans. On continue. Là, on est sur l'île de Skye, alors pour ceux qui connaissent l'île de Skye, c'est la route qui va à Elgol, c'est ça, Elgol, c'est ça, donc c'est un cap. Et là, quand on était en voiture, on s'est arrêté, et je me suis dit, voilà, là, il y a quelque chose à faire, il y a des belles montagnes, elles sont très texturées, il y a de la roche, il y a de l'herbe brune, il y a des fougères qui sont brunes, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller en Écosse en hiver, parce que la fougère qui est verte l'été, elle est brune l'hiver, et ça donne des couleurs, des nuances de brun très très jolies. En photographe, moi, ça me convient à mon univers de photographe. Mais si on applique dessus la règle des tiers, donc la grille de la règle des tiers, il n'y a strictement aucune application. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet principal. Parce que je vous rappelle que la règle des tiers, dans sa description la plus technique, c'est de mettre le sujet principal de votre composition sur un point de force. Ça veut dire que dans ce cas précis, la petite maison blanche que vous avez en bas à gauche, j'aurais dû la mettre sur un point de force. Donc le point de force qui est juste à sa droite. Mais franchement, ça aurait mis en question toute ma composition, alors que ma composition, je la considère parfaitement équilibrée. Si on regarde bien, on a 3 bandes, une première bande basse avec la berge, les arbres, la petite maison, on a une troisième qui correspond à la cime, et ensuite on a une troisième partie qui peut correspondre donc au nuage donc très sombre, très dramatique. Mais si on regarde bien, il n'y a strictement aucun respect de la règle des tiers. C'est pour ça, faites attention quand vous réfléchissez les compositions, pourquoi pas comme base de calcul, enfin base de travail, de réflexion, mais ne pas hésiter à le remettre en question. Maintenant, je vous propose cette prise de vue, donc Fleur, tout le monde l'a reconnu. Et là, pareil, quand je suis arrivé, alors il venait de pleuvoir, j'avais déjà regardé quelques photos qui traînaient sur les réseaux, et beaucoup de personnes travaillent souvent, puisque je l'ai fait, j'ai aussi réalisé cette composition avec on va dire parfaitement aligné avec le quai, puisque là c'est le bassin qui est un peu carré, un peu rectangulaire, avec le quai, et on a les maisons sur la droite, etc. Et la perspective donc sur le bassin. Par contre, moi je me suis dit, encore une fois, c'est un conseil que je vous donne, quand vous avez possibilité de faire différent, faites différent, car c'est le seul moyen, parce que la composition n'est pas uniquement, on va dire, liée à un travail de composition autour du sujet. La composition est aussi un acte créatif assumé de dire, eh ben, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, je vais faire différent. Et moi, en fin de compte, j'ai fait un travail différent, vous voyez. J'ai mis, donc je me suis mis un peu de 3/4 sur le quai pour casser un peu le côté un peu trop aligné du bassin. Et donc, j'ai un premier triangle qui correspond donc au quai. En plus, il venait de pleuvoir, pardon. On a donc le sol mouillé avec les reflets de lumière, c'était plutôt très joli. Ensuite, si je continue, j'ai un deuxième triangle qui correspond donc à la bassin, la partie haut. Ensuite, on a le troisième triangle qui, lui, correspond donc aux maisons, avec les fameuses maisons d'Honfleur avec cette perspective fuyante. Et on a un quatrième triangle qui correspond donc à la partie nuage, ciel. Et si on regarde bien, en fin de compte, on est quasiment sur un alignement de perspective entre l'alignement donc incliné du bassin avec la perspective donc fuyante de la partie supérieure qui correspond donc au toit. Et vous voyez donc, si j'avais appliqué la stricte règle des tiers, j'aurais certainement composé différent. Alors on peut considérer, bien sûr, que le bateau rouge, qui est un des emblèmes de ce bassin d'Honfleur, est sur 2 points de force. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas réfléchi à règle des tiers. Moi, ce qui m'a plutôt donné envie de composer différemment, c'est justement d'avoir cette fuyante en perspective des maisons avec ce premier plan qui correspond donc au quai mouillé, etc., pour dynamiser et faire autre chose un peu différent. Donc, pensez toujours différence quand cela est bien sûr possible. Vous pouvez me dire quelque chose? Non, j'acquiesce. D'accord. Alors,
pareil, sur cette photo-là, et là-dessus, c'est vraiment une photo que j'aime beaucoup parce que ça n'a pas été simple de composer et surtout, ça n'a pas été simple de faire différent. Penser différent. Même si vous allez sur des sites qui sont ultra photographiés tous les jours, quand vous allez sur place, alors bien sûr, vous pouvez déjà, dans un premier temps, pour vous immerger vous inspirer du lieu, peut-être déjà aller vers des compositions logiques quand on arrive, par exemple, sur des lieux mythiques, comme le pont de Brooklyn. Oui, la symétrie parfaite, tout le monde la recherche, on va découvrir après. Mais après, il ne faut pas hésiter de prendre le risque de faire différent et de travailler différemment. Donc là, moi, là-dessus, je me suis dit, j'ai des lignes directrices avec la passerelle centrale, celle de gauche, et j'ai une belle courbe. Regardez si maintenant, donc regardez en appliquant la règle des tiers, il n'y a strictement aucune application de la règle des tiers, puisque si on avait réfléchi règle, j'aurais mis plutôt le cabanon sur un point de force, donc ça aurait remis en question encore une fois ma composition. Et si on regarde bien pourquoi j'ai réfléchi comme ça, c'est parce que regardez, on a donc des courbes, des lignes courbes qui ramènent, vous voyez, toute la courbe basse qui démarre du bas à gauche, qui traverse toute la composition, qui rejoint le point bleu, donc qui est l'axe de ma passerelle centrale. On a tous les points de fuyante, donc toutes ces perspectives fuyantes qui rejoignent le point bleu. Et donc, pour moi, c'est la richesse de cette photo. Si j'avais réfléchi encore une fois, si je m'étais limité à appliquer ce qu'on m'a appris au niveau des règles, lorsque j'étais formé à l'école des photos, eh bien, peut-être que je n'aurais pas osé remettre en question. Après, il y a l'expérience et surtout, il faut oser, puisque on est dans un acte créatif, il faut oser prendre le risque de faire différemment. Et pour moi, sur cette photo-là, ça a parfaitement marché, fonctionné. On continue. Là, on est sur un reflet. Donc, c'est pareil. Quand c'est possible, sur cette photo, alors, la petite histoire rapide, on est sur la route Coast 500, au nord de l'Écosse, au mois de décembre. On est le 13 ou 14 décembre. Et notre maison était juste au bout de cette rue-là, donc au bout de ce paysage, un petit village. Et quand on passait tous les jours, eh ben, j'avais toujours du vent, toujours du vent, toujours du vent. Et donc, il y avait une sorte de vibrance en surface d'eau et j'arrivais pas à voir le reflet. Et ce jour-là, par magie, on passe et je dis à mes amis, il y a un truc qui se passe, les gars, on s'arrête, on va aller voir. Et là, on avait un miroir, on a l'impression que c'était une glace, impressionnant. Et donc là, on a vraiment cet effet miroir. Alors attention, que je vous confirme, ce n'est pas un miroir Photoshop, hein, puisque comme on l'a dit quand j'avais partagé, non, c'est pas un miroir, on le voit bien au niveau des reflets des sapins par rapport à la cime des montagnes, on n'est pas dans un vrai miroir puisqu'on est en légère plongée, donc on voit bien que c'est pas un miroir fabriqué. Mais quand c'est comme ça, vous voyez, si j'applique dessus la règle, bah écoutez, non. Là, j'ai vraiment fait du 50-50, vers 50 sujets plus montagne et nuages, et 50 pour le reflet, puisque quand vous avez la possibilité, quand vous avez un beau reflet comme ça, vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas non plus me dire, tiens, je vais couper mon reflet, non, ça serait contre-productif par rapport à la qualité d'image. Et donc, quand c'est possible, réfléchissez aux reflets et faites en sorte de ne pas les couper. Et vous voyez, donc là, encore une fois, même si quelque part on est formaté par des règles qu'on nous apprend, il faut, avec l'expérience et la maturité, remettre en question toutes ces règles-là pour faire autre chose. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus joli comme ça, avec un reflet à 50-50. Si on revient maintenant sur la version verticale, portrait, ça fonctionne aussi, vous voyez. Là, on est sur, donc, j'ai oublié son nom, on a Rome sur le bord du Tibre, et ça c'est ça, Sant'Angelo. C'est ce château de Sant'Angelo à Rome, et pour ceux qui ne connaissent pas, le pont qui est là, c'est le fameux pont sur lequel on doit se positionner au téléobjectif pour aller photographier Saint-Pierre de Rome, donc ce pont-là ou l'autre d'après. Et donc là-dessus, très clairement, quand je suis arrivé, moi je voulais le reflet, donc j'étais à ras quasiment de l'eau pour avoir le reflet complet du château dans l'eau du Tibre, et cette perspective fuyante imposée par donc le pont. Et donc, il y a un tiers, on va dire. À la rigueur, on peut dire quelque part, oui, ton château, il est sur une ligne de force droite, la berge et la base du pont est sur une ligne de force horizontale, pourquoi pas, mais ce n'était pas vraiment l'intérêt, ce n'était pas vraiment la réflexion. Moi, ce qui voulait, c'était vraiment l'équilibre, puisque
on a souvent cette problématique quand on a un très beau sujet avec un très beau reflet et un très beau ciel, il faut trouver une harmonie, il faut trouver un juste milieu pour que chaque élément ait sa place. Là, si j'avais eu un ciel totalement limpide, j'aurais certainement composé différemment. J'aurais composé en paysage pour axer ma composition uniquement sur le pont et le château Sant'Angelo. Mais là, en fin de compte, non, j'avais un ciel de fou, j'avais un reflet de dingue, et donc j'ai préféré composer pour donner suffisamment de place à chaque élément de composition pour qu'ils se valorisent entre eux. Et ça, c'est très important. Là, on est sur une autre technique. Pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça l'espace négatif. Alors, l'espace négatif, ça consiste à, dans du vide, et là, il y a un grand artiste italien, j'ai oublié le prénom, le nom, j'aurais dû rechercher, mais à l'époque, donc je vous parle de ça il y a bien longtemps, avant d'intégrer l'école des Gobelins, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris. Enfin, j'ai voulu intégrer les Beaux-Arts à Paris, mais j'ai commencé par les Beaux-Arts à Beauvais, là où j'ai grandi. Et on avait été visiter Beaubourg, et à l'époque, il y avait un photographe, enfin un artiste peintre en art moderne, qui peignait des énormes toiles donc uniformes avec une seule couleur, il mettait un point noir ou un point blanc. Et on ne voyait que le point blanc ou le point noir. Pourquoi? C'est parce que l'œil humain a besoin de se fixer sur quelque chose. Et en fin de compte, là, l'espace négatif, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de vide, de bleu, avec des tons pastels, et donc on ne voit que les bateaux, puisque les bateaux sont colorés, ils sont assez compacts. Donc là, pour la petite histoire, on est sur la Ria d'Aver, donc au sud de Porto. À droite, vous avez la mer, et à gauche, vous avez une lagune donc gigantesque, avec des petits îlots et des petits villages. Et ces bateaux-là, à l'époque, ils sont moins utilisés maintenant, bien sûr. À l'époque, c'était des bateaux qui permettaient de transporter les marchandises ou de récolter les algues donc dans la lagune pour les revendre, etc. Et donc, c'était des bateaux qui travaillaient. Sauf que maintenant, ils sont utilisés un peu plus pour le tourisme, mais encore quelques-uns en activité. Et donc, ils sont très décorés, très peints, etc. Et donc là, quand je suis arrivé, je dis voilà, comment faire en sorte de valoriser au mieux ces éléments-là, les rendre de plus en plus graphiques, le plus graphique possible, c'est l'espace négatif. Donc, vous voyez, en termes de composition, sur la règle, on est à 50-50. Et si on regarde, vous voyez, l'espace négatif, c'est tout ce qui est en cyan primaire, vous voyez, tout ce bleu pastel, presque turquoise. Et ensuite, vous avez l'espace positif qui est le sujet. Et donc, c'est un élément de composition qui est… la composition de l'espace négatif est vraiment très intéressante, mais il faut quand même faire attention parce que ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais quand ça fonctionne assez bien. D'ailleurs, j'ai un autre exemple. Là, on est sur donc, le pont Vasco de Gama, donc sur qu'on s'appelle le Parc des Nations à Lisbonne, là où il y a eu l'exposition universelle de 98. Et quand je suis arrivé tôt le matin, j'avais une brume incroyable, on ne voyait même pas la berge de l'autre côté. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais jouer, puisque la photographie de terrain, c'est aussi se former, acquérir une expérience qui va nous permettre, en fin de compte, de s'adapter en permanence, puisque la photographie de paysage, qu'elle soit en nature ou urbain, c'est l'adaptation permanente. Il faut s'adapter aux lumières, il faut s'adapter au sujet, aux conditions climatiques. Et là-dessus, en fin de compte, je me suis dit, voilà, de toute façon, c'est mort, je n'aurai pas de lever de soleil, je n'aurai pas de coucher de soleil. Donc, autant jouer le côté très graphique. Alors, j'ai volontairement choisi le noir et blanc qui amplifie le côté graphique. Et vous voyez, donc, on est vraiment sur l'espace négatif. Le sujet est minime. Il représente à peu près 20-30%. Et le reste, c'est du vide. C'est vraiment… Et donc, en fin de compte, tout ce vide autour renforce la présence du sujet qui est quasiment réduit à son minima dans sa composition. Je vais te demander quand on accélère. Il est déjà 18h29 et on est encore au premier tiers, Antonio. Ok, je vais attirer un petit peu. Parce que voilà, c'est la passion qui parle. Ah oui, mais… Et donc là, on est sur maintenant pour cette histoire de composition. Et sur cette image-là, je vous la présente volontairement, puisque ça, c'est une image qui ne respecte strictement aucune règle de composition, aucune technique. Le seul intérêt, c'est l'envie de montrer, de raconter une autre histoire. Et donc là, vous voyez, si j'applique dessus, il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est tout simplement de trouver un beau sujet avec une histoire. Et c'est l'histoire que je raconte à travers cette photo. Donc, n'hésitez pas à remettre en question tout ce qui est tout ce qui peut remettre en question tout simplement la composition. Là, on va accélérer un peu pour l'architecture. Et en architecture, c'est pareil. Ce qui est important, c'est aussi les perspectives. Donc là, en espace urbain, souvent, on joue sur les perspectives. Et là, on est sur le pont de Brooklyn. Et sur le pont de Brooklyn, très, très clairement,
quand on arrive la première fois, on a une ligne blanche, et ce qu'on a envie, c'est quoi? C'est tout simplement de travailler sur la symétrie parfaite, c'est ce que j'ai recherché, oui, la symétrie parfaite, entre la droite et la gauche, la ligne blanche au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est de casser un peu ce systématisme. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, voilà, c'est trop facile de faire la symétrie parfaite, je vais tout simplement intégrer un élément qui va venir casser on va dire cette simplicité de chercher la symétrie parfaite. J'ai intégré tout simplement. Donc, vous voyez, la règle des tiers, il n'a aucun respect de la règle des tiers. J'ai tout simplement, dans ma composition, j'aurais très bien pu avancer un petit peu plus et dépasser le banc pour avoir le lampadaire. J'ai simplement décidé de reculer pour intégrer ce lampadaire-là et aussi intégrer les éléments. Donc, le dessin du vélo sur la passerelle, etc. Parce que je trouvais ça dynamiser ma composition. Donc, on a cette symétrie et on a aussi quand même un élément qui vient remettre en question toute cette simplicité, en fin de compte, ce truc un peu trop facile de la symétrie parfaite. Donc, pensez des fois à intégrer des éléments qui vont remettre en question une lecture un peu trop facile de l'image. Et là, maintenant, sur celle-ci, donc, on est vraiment sur l'architecture, on est sur Valence, on est sur donc, la Cité des Arts et des Sciences à Valence en Espagne. Et n'hésitez pas, quand c'est comme ça, donc, de jouer en architecture sur des fuyantes. Vous voyez, on a vraiment des fuyantes. Si j'applique donc la règle des tiers, la grille des tiers, il n'y a aucun élément. Donc, j'ai vraiment travaillé sur des éléments de fuyantes. Vous voyez, j'ai mis le bord du bassin en bas à gauche, donc tous les éléments, toutes les perspectives de cette composition renvoient tout à un seul point, donc le point vert. Si j'avais appliqué la règle des tiers, j'aurais certainement mis donc cet axe de convergence de toutes ces perspectives sur un point de force et ça aurait remis en question, bien sûr, encore une fois, ma composition. Une dernière photo, la voici, juste pour le fun. Donc là, c'est l'hémisphérique. On est à Valence, à la Cité des Arts et des Sciences, réalisé par Calatrava et il y a notre architecte. Et on appelle ça le fiche de Calatrava, donc le poisson. Car quand on se déplace sur la gauche, on obtient ça. Donc là, c'est pas photoshopé, c'est un vrai reflet puisqu'il y a un bassin. Et donc là, on a l'impression d'avoir un poisson avec la tête, le corps et la queue qui est tout au bout. Donc c'est plutôt très bien vu de la part des concepteurs de ce site. Super. Voilà. Est-ce que tu es d'accord que je balance notre premier sondage? Vas-y. Alors, je viens de lancer un sondage et la question que Antonio voulait vous poser, c'est quel est votre moment favori pour vous pour prendre des photos? Et vous avez plusieurs options que vous pouvez sélectionner. Et donc, on vous demande de vous positionner. Est-ce que vous préférez prendre des photos à l'heure de l'apéro, ou plutôt à l'heure bleue, ou plutôt à l'heure dorée, ou à l'heure de la sieste, ou bien alors au coucher du soleil? Soyez honnête. Alors, j'espère que vous avez vu où vous pouvez voter. Oui, bon, ça a l'air de venir. Là, on va laisser ça encore quelques secondes et ensuite on va révéler le résultat, bien sûr, du sondage. Tu leur laisses combien de temps pour répondre? Bah, je suis en train de regarder le taux de vote, si tu veux. Là, j'ai 75% de personnes qui ont voté. Je vais monter à 85 et puis je vais partager. Voilà. Bah après, est-ce qu'on peut répondre? Il y a multi-réponse ou une seule? Je crois qu'on peut cocher plusieurs cases. Parce qu'on peut commencer par l'heure bleue, après je fais l'heure dorée et on finit par l'apéro et la sieste derrière et on recommence ce soir au coucher de soleil. Voilà. Allez, je ferme le sondage. Dernier vote. Et je partage les résultats. Votre moment favori pour photographier, 2% l'heure de l'apéro, 2% l'heure de la sieste, 32% l'heure bleue avant que le soleil se lève, 41% l'heure dorée, le soleil pointe son nez à l'horizon, 24% le coucher du soleil. Ton commentaire? 41%, ça me paraît logique puisque l'heure bleue en photographie paysage nature, l'heure bleue n'est pas forcément toujours intéressante. L'heure bleue, c'est plutôt pour l'espace urbain où on va jongler entre. L'heure bleue, c'est quoi? L'heure bleue, c'est un ciel avec un bleu très puissant, des fois même difficile à restituer au traitement, tellement c'est puissant.
Il y a une vraie intensité de ce bleu nuit. Alors, par exemple, si c'est le matin, c'est l'heure bleue. Après la nuit, on le soleil. Mais c'est vrai que pour les photographes de terrain, de paysage nature, l'heure dorée, celle où juste avant que le soleil se pointe, c'est certainement l'heure la plus adaptée à ce genre de démarche. Après, encore une fois, à chacun de trouver son bonheur, mais c'est vrai que ça me paraît tout à fait logique que l'heure dorée soit devant. Et que l'heure bleue, parce que l'heure dorée et l'heure bleue, on va dire, c'est vraiment les deux heures où, enfin, les moments de la journée où on prend vraiment du plaisir à photographier. Après, on peut bien sûr travailler à toute heure de la journée, mais se sont vraiment adaptés à une démarche photographique. Parfait. En fait, il n'y avait qu'une seule réponse possible sur ce sondage. Et il y a d'autres sondages où on peut avoir des réponses multiples. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont un petit peu déçues, voulaient répondre pour certains. Moi, je voulais répondre l'heure bleue et dorée. Et il n'y a pas de souci, on vous croit. Mais à choisir en photo, en gros, c'est très simple. En urbain, j'ai plutôt tendance à aller vers l'heure bleue parce que ça me convient bien. Après, ça convient à mon univers. Ceux qui connaissent mon univers de photographe savent que j'aime bien les choses un peu sombres. Mais en photographie de paysage, oui, bien sûr, un joli contre-jour juste avant que le soleil se pointe avec l'heure dorée, c'est quand même assez magique aussi. Tout à fait. Mais du coup, continue. Et la deuxième partie que tu voulais faire, c'était sur l'historique autour d'une photo. C'est ça. Je vais vous raconter une histoire. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Tu le vois, mon écran, Hervé? Oui, oui, on voit bien. Là, il faut enlève la petite barre de défilement et oublie pas, il est 18h37. Ouais. On va essayer de. Mais de toute façon, là, c'est vraiment une petite présentation assez rapide pour montrer aux personnes et aux passionnés que mes photos, elles sont rarement prises au hasard. Tout est formaté, tout est. Enfin, j'essaye d'optimiser mes déplacements, c'est important, tout en sachant que, attention, il faut quand même laisser la place à l'émerveillement. Voilà. Des fois, même si on planifie tout, des fois, on remet en question son planning parce qu'il faut être aussi opportuniste. Hein. Un photographe de paysage, qu'il soit urbain ou naturel, il est très opportuniste. C'est-à-dire qu'on peut partir avec une idée et à un moment, la nature nous offre autre chose. Il faut savoir se remettre en question. Ça, c'est très important. Mais on peut essayer de planifier. Alors, je vous raconter une histoire d'une photo. Donc, celle-ci, vous voyez. Alors, donc, on est sur la côte nord espagnole, une côte que j'adore beaucoup. Donc, qui démarre à Bilbao et qui va jusqu'au Cap Ouest. Et là, on n'est pas loin de Bilbao, on est à peu près allez, 40 minutes de Bilbao, une plage qui s'appelle Playa de la Arnia. Et donc, moi, je voulais à tout prix photographier cette plage-là. J'aime beaucoup cette côte-là et surtout, je voulais la photographier dans certaines conditions. Quand on se déplace en photographie de paysage, quand on fait du terrain, c'est une approche, mais quand on fait du terrain nature et qu'on est aussi en bord de mer, il va falloir prendre en compte plusieurs paramètres. C'est important. Il y a les conditions climatiques, il y a aussi l'accès au terrain, mais aussi le niveau de marée, puisqu'il y a certains paysages que je connais à marée haute, ils n'ont strictement aucun intérêt. Et donc, pour moi, c'était vraiment le deal, c'est de réussir à savoir en amont, avant de me déplacer, de vérifier tous les paramètres, hauteur de marée par rapport à l'orientation du soleil par rapport à mon sujet, et bien sûr aussi les conditions climatiques. On le sait, les conditions climatiques. De toute façon, même si on a une vague d'idées, ça sera quand même Dame Nature qui décidera. Donc, on est sur Playa d'Arnia, et là, on est sur Google Earth, et c'est quand même important parce que rien qu'avec cette photo-là, on sait déjà que l'accès est assez facile, puisque, vous voyez, les routes sont accessibles, on voit qu'il y a un chemin qui descend vers la plage, donc je sais que déjà en amont, avant même de me déplacer, je sais déjà que l'accès est assez facile. Maintenant, il fallait d'autres paramètres. Il fallait des paramètres comme l'heure du coucher de soleil par rapport à l'orientation donc de ce soleil par rapport à mon sujet. Donc là, j'ai une application que j'utilise depuis des années qui est très très bien, qui s'appelle Sun Surveyor. Alors il y en a d'autres, avec Photopills, il y en a quand même pas mal qui sont apparus, qui sont tout aussi bien les unes que les autres. Alors moi, je suis très à l'aise avec cette application-là. Et donc, si vous regardez le premier cartouche, en bas à droite, il y a marqué le mardi 17 octobre 2017 à 19h précise, le soleil se couche, donc parfaitement aligné avec la plage, celle que je voulais photographier. Donc, c'est quand même assez magique. On peut en amont déjà définir de la date, puisque je ne vois pas l'intérêt d'aller photographier cette plage-là, d'arriver sur place et de dire « Ah, c'est bête, je suis à marée haute au coucher de soleil ». Donc là, je savais que déjà, premier aspect, à 17h, le mardi 17 octobre, à 19h, le soleil se couchait parfaitement aligné avec mon sujet, donc la plage. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi la réalité augmentée.
Donc après, je vous laisserai découvrir. Et après, il y a aussi une autre application qui est gratuite qui s'appelle Marée et qui me permet donc en amont, pareil, de définir quelle est la hauteur de marée par rapport à mon sujet. Donc, est-ce que à telle date, là où le soleil s'aligne parfaitement avec mon sujet, est-ce que je suis à marée basse ou à marée haute? Donc, ça permet aussi, encore une fois, de vérifier tout ça. Et ensuite, vous avez l'autre, pardon, celle-ci à droite, qui s'appelle donc Météo Radar, qui a changé de nom depuis, et qui me permet, sur place, en temps réel, de voir si l'eau, si, par exemple, si le ciel est couvert, vérifier s'il n'y a pas une trouée dans le ciel pour pouvoir donc capter des, lumières, des belles lumières du soleil. Et donc, ça permet encore une fois d'être sur place et de vérifier si on va pas se prendre un orage, etc. Donc, avec tout ce travail-là d'étude, ça m'a permis tout simplement de réaliser cette photo. Et donc, ça, c'est la photo qui a été prise à l'endroit que je vous ai montré, par Arnia, donc à 1 heure de route de Bilbao. Et donc là, c'est vraiment parce que ce paysage-là, un peu lunaire, on a l'impression d'être sur notre planète, n'existe qu'à marée basse. Ça, il faut vraiment l'étudier, puisque imaginez bien tout se déplacer sur place, enfin se déplacer, faire le trajet et arriver sur place et dire ah c'est bête, je suis à marée haute. Donc ça permet donc encore une fois de pouvoir optimiser notre déplacement. Marée basse, le soleil donc se lève en face, le temps, les nuages, écoutez, ça c'est lié tout simplement aux conditions climatiques, mais ça m'arrangeait bien puisque je voulais un côté un peu comme si c'était une autre planète, donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc pensez à toutes ces petites applications donc qui peuvent vous permettre de mieux planifier votre déplacement. Vous voyez, par exemple, celle-ci, pareil. Donc, ça a été pris aux 300 mm depuis le barrage du Couesnon, sur le Mont Saint-Michel. Le soleil se couche sur le soir, donc le soleil se couche à gauche. Il impacte la brume, la petite brume. Et surtout, j'avais tout paramétré pour vérifier que j'avais tout vérifié pour être sûr qu'arrivant sur place, j'étais à marée descendante pour avoir tout simplement ce canal un peu autour du Mont Saint-Michel. Pareil sur celle-ci, là pareil, il y a un vrai travail de repérage puisqu'il n'y a qu'une fois, il y a qu'une période de l'année bien précise où le soleil se couche entre les deux rochers pour avoir ce fameux rayon. Et donc encore une fois, ça m'a permis de planifier à quel moment le soleil se couche entre les deux rochers et surtout que ça corresponde bien aussi à marée basse parce qu'à marée haute, là on est sur une plage près de Setoubal, à marée haute, il n'y a pas de plage. Là pareil, donc très clairement, je voulais que cette étape venant de gauche, on est sur l'île de Skye, c'est le Kireng, je crois, c'est ça. Et donc, il y a un vrai travail sur la lumière, puisque n'oublions pas que on recherche tous ces belles lumières, et grâce à ces applications-là, on peut se permettre, encore une fois, d'optimiser notre déplacement. Une autre, Ouais, de New tu York. prends rendez-vous avec l'horaire précis, la marée, et effectivement, sans application, tu serais vite déçu, quoi. Surtout celle-ci, déjà pour descendre à la plage, c'est hyper physique. Ceux qui connaissent cette plage savent que pour remonter, on descend assez facilement pour remonter. En plus, souvent on remonte à la tombée de la nuit avec la frontale, c'est pas donné. Enfin, c'est pas simple. Et descendre en bas pour se dire ah c'est bête, c'est pas le bon moment parce que je suis à marée haute et le soleil se couche pas au bon endroit. Donc ça permet encore une fois d'optimiser ce genre de déplacement. Et après, encore une fois, au final, ce sera la nature qui décidera. Mais en tout cas, on aura optimisé notre déplacement. Comme c'est le cas, par exemple, de celle de New York, où le soleil se couche sur la pointe sud de Manhattan. Voilà pour cette petite présentation. Est-ce que je lance le deuxième sondage? Vas-y, n'aie pas peur. Allez. Parce que bien sûr, pour avoir des belles photos comme ce que vous montre Antonio, c'est bien d'avoir les bons outils. Alors, il y a le boîtier, il y a l'optique, mais l'écran, c'est pas mal non plus. Donc, il est bon de calibrer son écran. Alors, d'après vous, tous les combien de temps? Vous pouvez sélectionner une des options. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous recommandez de calibrer tous les jours sauf le dimanche, ou alors vous calibrez tous les ans, ou tous les mois, ou alors vous nous dites, bah, c'est inutile, mon écran, il est calibré en usine. Alors, vous êtes déjà 50% à avoir répondu. On vous laisse un tout petit peu de temps encore. Ah, ça répond vite quand même. Hein. En tout cas, beaucoup de personnes apprécient bien les photos que tu as montrées. C'est-à-dire que ce qui est vraiment mettre en avant cette présentation, c'est que le plus important, c'est la composition. Très clairement,
je me bats pour ça, dire aux gens, même si on veut vous faire croire que maintenant avec le numérique on peut tout faire, non. Si l'image n'est pas bien composée à la base, s'il n'y a pas une vraie réflexion autour du sujet, on aura des résultats un peu moyens. Donc pensez réflexion, réfléchissez vos compositions, c'est important. Très bien. Je partage les résultats et tu nous feras un petit topo sur ce que tu penses de l'importance de l'écran. Donc, 84% recommandent de calibrer leur écran tous les mois, 10% tous les ans, 3% je ne sais pas ce que ça veut dire, 2% pensent que ce n'est pas utile parce que leur écran est calibré en usine et 1% tous les jours, sauf le dimanche. Eh ben, moi, très clairement, en toute franchise avec vous, moi, je calibre mes écrans une fois par mois. C'est suffisant. Voilà. Alors, attention, avant, j'étais, pour ceux qui connaissent mon passé, j'étais responsable qualité image pour un grand groupe spécialisé dans la photographie, enfin, dans l'image très haut de gamme. Et j'étais responsable d'une équipe, d'une régie de retouche, et j'imposais à mon équipe de calibrer les écrans une fois par mois, une fois par semaine. Tous les lundis, on calibrait tout. Mais ça, on est vraiment dans une démarche, on va dire, ultra professionnelle. Mais avec les dalles, par exemple, l'écran BenQ que j'ai là, je sais que ça fait déjà quelques temps que je bosse avec cette marque. Les dalles sont assez stables. Donc, on va dire une fois par mois, c'est très bien, c'est suffisant. Tous les ans, non, c'est pas assez. Inutile de calibrer son écran, calibrer l'usine. Oui, il est calibré dans l'usine, mais dans conditions optimales, presque laboratoire. Mais après, il faut savoir que dès que vous allumez vos écrans, ils vont s'user dans le temps. Les conditions de votre espace de travail fluctuent avec la température. Des fois, vous pouvez avoir une journée un peu plus fraîche, un peu plus chaude. Ça joue sur la qualité de votre écran. On peut pas, très clairement, on peut pas se reposer sur un calibrage usine qui est, on va dire, un calibrage standard usine, mais qui n'est pas forcément adapté à vos conditions de travail. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Hervé? Oui, n'oubliez pas une chose en plus, c'est que l'étalonnage usine, il est très important pour déterminer si l'écran en sortie de chaîne est de bonne qualité et il peut être expédié. Mais comme les usines, elles ne sont pas en France, elles sont plutôt en Asie, l'écran ensuite, il est emballé, il est mis dans un container, le container est mis sur un camion qui ensuite l'amène dans un bateau. Le bateau, il met 6 semaines à arriver chez vous, en passant par plein de zones différentes du globe avec des taux d'humidité, de température qui vont varier. Donc de toute façon, tous les fabricants d'écrans recommandent de calibrer l'écran une fois qu'il est chez vous, après avoir attendu 30 minutes. Pourquoi? Pour qu'il monte en chauffe et qu'il soit dans les conditions habituelles de fonctionnement chez vous. Et c'est la meilleure recommandation. Toutes les marques disent la même chose en fait. Par contre, le calibrage en sortie d'usine, il est utile pour les marques sérieuses. Ça permet de vérifier que ce qu'ils vous envoient, c'est un truc qui est bien préparé en fait. Mais pour autant, il faut le recalibrer dans votre config, comme l'expliquait Antonio, par rapport à vos conditions de lumière et d'éclairage aussi. Voilà. Et tu voulais nous montrer un petit peu comment toi tu étais organisé, comment tu travaillais. Ouais, alors c'est ici. Je vais partager mon écran, je vais déplacer le panneau là. Hop, je vais déplacer les trucs. Voilà, hop, ici, voilà. Comme ça, je suis dessus. Voilà. Hop, hop. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Et là, je vais vous ouvrir un peu ma config. Vous voyez, ça, c'est ma config. Tu vois mon écran, Hervé? Ouais, très bien. Bah, mets-la bien plein écran. Voilà, parfait. Donc là, par contre, ça, c'est ma configuration. Alors, je n'ai pas de tour, hein. J'ai pas d'ordinateur fixe, puisque j'aime beaucoup les solutions nomades. Voilà, là, je suis avec vous. Mardi, je pars pour Valence. Après, voilà, je passe mon temps sur le terrain et j'ai besoin que mon outil de travail, que mon ordinateur m'accompagne. Donc, moi, j'ai pris la solution d'avoir un portable. Mais des portables, même si c'est pas un plat, très clairement, moi, j'ai le dernier modèle donc, de chez Apple, mais ce sont des écrans Retina qui sont très flatteurs. Alors, ça me permet, bien sûr, de vérifier mon travail, pardon, de vérifier aussi mes prises de vue, mais c'est une bonne solution parce que rentrer à la maison, je branche dessus tout simplement mon écran de travail. Là, j'ai mon écran de travail, c'est un SW371C. 271C.
200, pardon, 200, ouais, parce que j'ai aussi le 300. Donc là, c'est 271C, donc 27 pouces. Et ça me permet d'avoir un écran qui est graphique, parfaitement calibré. Et en fin de compte, quand je rentre à la maison, je branche mon ordinateur dessus, je ferme l'écran, ça bascule sur l'écran de retouche. Ça me permet donc de travailler réellement sur les bonnes conditions. Et pour moi, c'est une bonne solution. Beaucoup de personnes me disent des fois, ouais, mais j'ai déjà un ordinateur PC que j'ai acheté, qui est une bête de course, qui est de bonne qualité. Ça m'embête de réinvestir dans un ordinateur fixe, par exemple. Alors que non, la bonne solution, c'est garder votre ordinateur, votre portable, et acheter un écran, et vous le branchez donc directement dessus, vous transférez l'image. Ça vous permet d'avoir à la fois une solution nomade, mais une solution aussi à la maison. C'est le cas de ma configuration. Très bien. Je vais quand même te poser une ou deux questions, mais juste en quelques mots, comment est-ce qu'on calibre un écran? Alors, je vais peut-être montrer, moi. On met sur l'écran un truc comme ceci, et je te laisse compléter. Alors, pour calibrer les écrans, on utilise une sonde de calibrage, donc celle que montre donc Hervé. Et c'est une sonde qu'on va donc là c'est Calibrite donc que j'ai aussi, on va poser sur l'écran et on va faire des choix techniques comme la température du point blanc et aussi donc la luminosité de l'écran. Alors moi j'ai pour habitude donc de calibrer avec deux paramètres qui sont toujours les mêmes, 100 candela le mètre carré. Donc 100 candela le mètre carré, ça veut dire Remontre-nous ton écran. La photo que tu avais de l'écran, parce que donc on voit bien que tu as bien un ordinateur portable, que l'écran BenQ il est branché en deuxième écran. Voilà. Est-ce que tu vois mon Ouais, on voit bien. Les paramètres que toi tu appliques, c'est 100 candela par mètre carré. Ça, c'est la luminance. C'est ça, 100 candela par mètre carré qui correspond à 100 bougies au mètre carré allumées. Et donc, ça, c'est la luminosité de mon écran qui correspond à mon espace de travail. Vous remarquerez que j'ai un espace de travail qui est très, très doux, avec une lumière très, très douce, qui me permet, en fin de compte, de contrôler donc l'intensité lumineuse de mon espace de travail et qui permet, en fin de compte, d'avoir un écran beaucoup moins lumineux. Et ça a deux avantages, c'est qu'on fatigue moins l'écran et on se fatigue moins aussi parce que quand on est un professionnel comme moi ou quand on est amateur très actif, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Donc, autant faire en sorte d'avoir des écrans un peu moins lumineux. Ça préserve encore une fois la qualité de l'écran et aussi notre vision, puisqu'on est moins fatigué. Donc, 100 candela le mètre carré. Et après, la température du point blanc, moi, j'ai D55, donc 5500 Kelvin, qui correspond donc à un intermédiaire entre 6005 et 5000 Kelvin, donc, qui me correspond encore une fois à ma production. Très bien. C'est la recommandation pour un D55 ou 5500 Kelvin. C'est ce qui permet de simuler à l'écran l'impression sur un papier d'art. Hein, pour information pour certains d'entre vous, parce que Antonio, toi, tu fais aussi des tirages d'art pour exposition et dans certains cas, tu simules tes sorties de livres puisque tu as produit plusieurs livres qui s'appellent Inspiration nature et inspiration urbaine, hein, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ça me permet, après, il y a peut-être, on peut choisir D65, ça dépend encore une fois de votre feuille de production ou du devenir de vos images, mais D55, pour moi, on va dire, c'est un juste milieu entre la production pour les arts graphiques et la production pour tout ce qui est fine art, exposition d'art sur papier d'art, etc. C'est un compromis, enfin. Très bien. Ben, je te laisse continuer. Alors, maintenant, je vais vous proposer autre chose. Je vais partager mon écran. Là, on est sur la dernière ligne droite, mais qui pour moi est très importante. Je voulais vraiment vous le montrer. Donc, tu vois bien mon écran, Hervé? Bah, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Là, c'est j'adore la photo. Voilà. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Maintenant, on va aborder un thème qui est très important. Je vais prendre un espace négatif, un négatif numérique. Vous le voyez là? Oui. Hop, j'ai placé. Donc là, c'est une prise de vue que j'ai réalisée lors d'un voyage, enfin, mon dernier voyage en Irlande, pardon. Et là, je voudrais vraiment mettre en avant l'importance, encore une fois,
de la composition. Voilà, on est vraiment sur une composition volontaire avec donc le ponton qui est en plein milieu, qui nous guide. Enfin, on a un guide visuel qui nous ramène vers la petite maison de pêcheur. On a la bouée qui est un point rouge très fixe qui par contre, affirme aussi la position du sujet lui-même. Après, l'histoire de la bouée, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, ça a généré pas mal d'échanges. Est-ce qu'on l'enlève ou qu'on l'enlève pas? Après, c'est un choix personnel. Mais on a des guides visuels qui ramènent tout ça donc au centre de l'image avec la petite cabane. Cette image, c'est l'image. Alors, on est sous caméra RAW, c'est pour ça que on a décidé avec Hervé ensuite pour les participants à ce webinaire de pouvoir télécharger une mini formation de 20 minutes qui va vous permettre en fin de compte où je partage avec vous le fonctionnement général. C'est un fonctionnement général en fin de compte des outils proposés par Camera Raw, qui est un très bon logiciel de développement, aussi bon que Lightroom. Et donc, vous pourrez télécharger après ce webinaire cette petite formation qui vous est. Je vais envoyer demain un email Ouais. à tout le monde. Je préfère préciser parce que sinon, tu as des gens qui vont dire oui, j'ai pas eu le lien. Donc, demain, j'envoie à tout le monde un email avec un lien pour voir ce webinaire en rediffusion, un lien vers le tuto que gentiment Antonio vous offre, qui est un tuto de 20 minutes spécifiquement, uniquement autour de l'utilisation de Camera Raw. Du coup, c'est précis. Fonctionnement général. Fonctionnement général de Camera Raw. Et si vous voulez en savoir plus sur Camera Raw et d'autres outils, vous verrez, vous irez voir les tutos payants d'Antonio. Mais là, celui-là, il vous l'offre. Vous pourrez le télécharger gratuitement. C'est un lien tout simple. Il faudra simplement que vous indiquiez votre adresse mail et vous pourrez le télécharger. Et ça, je vous envoie le lien demain. Et vous aurez aussi, troisième élément, l'offre spéciale qui est organisée avec Graphic Réseau sur les écrans BenQ, puisque c'est BenQ qui nous a permis d'organiser cet événement ce soir, et sur le site de Graphic Réseau. Mais je vous enverrai un email avec le détail. Vous pourrez avoir jusqu'au 5 février, je crois, mais Raphaël va me confirmer ça, 5% de remise supplémentaire sur les écrans BenQ en utilisant le code BenQ5, c'est-à-dire BENQ5, tout en majuscule. Mais je vous remets ça de toute façon dans l'email que vous recevrez demain. Je te laisse reprendre, mais en tout cas, moi je te remercie de bien avoir voulu partager tes recherches et toute la mise en pratique et les outils de Camera Raw dans ce petit tuto que tu offres aux personnes qui nous suivent ce soir. C'est-à-dire que Camera Raw est un peu oublié à l'instar de Lightroom, c'est logique, mais Camera Raw est un logiciel qui est donc couplé à Photoshop, qui a toujours existé et qui est tout aussi puissant puisque ce sont exactement les mêmes outils. Il faut savoir que quand vous travaillez avec le volet développement de Lightroom, en réalité, vous travaillez aussi avec Camera Raw puisque c'est exactement le même moteur. Et donc, l'idée, pourquoi je vous présente cette image, c'est de mettre en avant l'idée que dans la composition, ça c'est très important, quand on traite une photo avec une approche créative liée à votre sensibilité, il faut que votre traitement soit en cohérence avec votre composition. Je vais vous montrer maintenant, regardez ici, ça c'est la base, ça c'est ma base de prise de vue, avant traitement. Donc la composition, on a le ponton qui nous guide vers la cabane, on a un ponton sur la droite qui nous guide vers la cabane, on a les berges sur la gauche qui nous guident vers la cabane, on a au premier plan, on a donc ces herbes sèches qui font comme un tapis de couleur un peu brune autour de la cabane. Donc tout est autour de cette cabane-là. Et donc là, vous avez le négatif brut. Et là, regardez maintenant mon développement. C'est-à-dire que mon développement, j'ai remodifié l'architecture lumière de mon image pour faire en sorte que quand on ouvre le regard sur cette image, on ne voit que cette cabane. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a du bleu tout autour. Donc un bleu, voilà, c'est la gamme des bleus que j'aime beaucoup, qui entoure donc cette masse de couleur brune avec ce petit vert un peu, on a une montée un peu de vert, etc. Mais tout ça pour asseoir le sujet qui est la cabane de pêcheur. Donc quand vous travaillez vos images, puisque là on est sur lumière et composition, c'est le thème de ce webinaire, il faut travailler vos lumières dans le sens de la composition. Là, on a un sujet principal, j'ai donc travaillé mon image autour du sujet. Avant, c'était comme ça, on était un peu perdu, l'œil ne s'accrochait pas, on avait un ciel quand même donc assez lumineux, et là, d'un seul coup, j'ai travaillé pour que quand on ouvre les yeux, on ne voit que ce sujet-là. Et là, et je rebondis encore une fois sur
la qualité des écrans, car c'est aussi le thème de ce webinaire. Tout ce travail de qualité au niveau de la restitution des bruns, des verts un peu pastel. On a différentes gammes de verts, des bleus, quand j'aime beaucoup. N'a d'intérêt que si on travaille sur des écrans parfaitement calibrés. Sinon, je ne vois pas l'intérêt, puisque j'ai d'ailleurs un exemple assez choquant à vous montrer pour bien comprendre la notion que si je travaillais mes images sur un écran qui n'est pas calibré, en fin de compte, je vais intégrer à mon image. Donc, quand je vais travailler, développer mon image, je vais intégrer à mon image, je vais intégrer à mon traitement d'image les défauts de mon écran. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Hervé? Oui, tout à fait. Et c'est très important de comprendre que calibrer, c'est pas juste pour les techniciens, c'est pour les photographes, c'est pour que vous puissiez faire des belles images. Et comme tu viens de le montrer, quels sont les risques si on calibre pas? Les risques ils sont triples. J'ai un exemple concret là, je vais l'ouvrir, voilà. Ouais, s'il te plaît. Et donc calibrer l'écran, bon, ça va vous donner des couleurs justes. Comme tu le disais avant, ça permet de réduire la fatigue oculaire. Et comme votre écran, quand il est calibré, en fait, il est super bien réglé, il consomme moins, il s'use moins vite, ça améliore d'à peu près 25% la durée de vie de votre écran. Il y avait pas mal de questions sur la durée de vie, c'est pour ça que je me permets de rajouter cet élément. Et là, montre-nous, qu'est-ce qui se passe? Allez, on s'en fout, on calibre pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. Imaginez, alors, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible pour bien comprendre, puisque autant pour moi, ça me paraît, et pour toi, ça me paraît, et pour ceux qui ont l'habitude de calibrer les écrans, ça paraît logique, mais il faut bien comprendre, ça c'est l'image, imaginons le scénario, ça c'est mon image que je viens de développer depuis Camera Raw sous Photoshop, d'accord? J'ai un rendu qui correspond exactement aux conditions, on va dire aux valeurs RVB de mon écran affiché sur mon écran parfaitement calibré. Cette image-là, je vous l'envoie, par exemple. J'envoie cette image-là à mon ami. Donc, il va récupérer l'image et il va l'ouvrir sur son écran. Son écran, regardez, ça, je simule. Donc, ça, c'est mon image que je regarde. C'est l'image que je visualise sur mon écran parfaitement calibré. Je lui envoie. Il l'affiche sur son écran. C'est un écran, on va dire, qui n'est pas forcément un écran art graphique, qui n'est pas calibré. Et donc là, son écran, s'il est d'usine ou s'il est mal calibré, il a tendance à être trop lumineux et il a tendance à trop flatter les couleurs, trop bleu, etc. C'est-à-dire que ça, c'est l'image affichée sur son écran. C'est-à-dire que s'il devait reprendre ce traitement-là sur son écran, très naturellement, moi, si je vois cette photo-là, sur mon écran qui n'est pas du tout calibré, je vous rappelle que la courbe que j'ai appliquée dessus, c'est une courbe qui simule le défaut de mon écran. Là, c'est la réalité du visuel. C'est le visuel sur un écran qui n'est pas calibré. Je me dis, ah, c'est pas bon, c'est trop lumineux, et mes bleus ont tendance à être un peu trop flashy, je vais calmer ça. Alors, j'ai quand même une bonne pratique de la couleur, je fais une courbe, donc je descends la luminosité, parce que je trouve que mon image est bien trop lumineuse. Et là, je trouve là, OK, on est sur une lumière un peu comme j'ai envie de l'avoir, sauf que j'ai un bleu qui est un peu trop magenta, un peu trop chaud, donc je vais calmer ça. Je commence par le bleu, je ramène un peu de jaune. Donc, vous savez que le jaune, c'est la complémentaire du bleu. Donc, si je descends, si je monte du bleu. Si je descends, je monte du jaune. Donc, je casse la montée du magenta. Et je vais réajuster un tout petit peu pour être un petit peu plus précis. Voilà. Voilà. Donc là, je me dis, c'est super, ça, c'est une belle photo. Sauf que cette photo-là, il faut bien comprendre une chose, cette notion-là, cette photo-là, si je l'imprime, j'envoie ça à mon labo préféré, je lui dis, voilà, imprime-moi cette photo-là, ou cette photo-là, je la renvoie donc à mon ami Antonio qui me l'a envoyé. En réalité, sorti du contexte d'affichage de mon écran qui n'est pas du tout calibré, le résultat, en réalité, c'est celui-ci. C'est-à-dire que, faut bien comprendre, ça, c'est ma photo, d'accord? Je l'envoie à mon copain qui a un écran qui n'est pas du tout calibré. Donc ça, c'est ce qu'il voit sur son écran calibré. Il me dit, ah, c'est pas bon, je vais compenser pour avoir un bon résultat. Donc, je fais une courbe de compensation. Mais en réalité, cette courbe de compensation intègre les défauts d'affichage de l'écran. Et en réalité, voilà, si vous imprimez votre photo, vous aurez ça. Elle sera enterrée. Voilà. Parce que si l'écran est très lumineux, tu compenses, tu assombris ton image et du coup, à l'impression, elle est enterrée. Et là, on a juste parlé de la luminance, mais on a vu aussi qu'il y a une dérive sur les couleurs. Les couleurs, etc. Parce que j'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup de passionnés comme nous
Je comprends pas, Antonio, est-ce que je peux t'appeler? Oui, écoute, j'envoie ma photo à mon imprimeur, je reçois la photo, elle est trop enterrée, c'est pas mes couleurs, etc. Souvent, allez, 95% des cas, c'est parce que tout simplement, la première question, est-ce que tu calibres ton écran? Ben non. Et ben tout simplement, là, ce que je viens de faire, la courbe je vous le rappelle, ça, c'est le résultat que j'ai affiché sur l'écran qui n'est pas calibré. Je mets une courbe pour compenser, donc moins sombre, et retrouver les couleurs naturelles. Mais en réalité, si on va sur un écran calibré, on aura ce résultat-là. Et ça veut dire, dans un compte, en traitant une image sur un écran qui n'est pas calibré, notre traitement va intégrer les défauts de l'écran. Et donc, après, vous comprenez toute la problématique que ça peut engendrer. J'espère que j'ai été assez clair avec cette technique. C'est très bien. Il y a pas mal de questions liées, donc on va peut-être faire le tour avant de passer à la session questions-réponses et des questions que j'ai notées pour toi sur ta pratique photo. Donc autour du calibrage. Alors, question de Jérôme, est-il possible d'avoir des profils de calibration type pour, par exemple, des mobiles, des ordinateurs portables? La réponse est non. Il n'y a pas de profil type puisque le calibrage, il dépend de votre machine, du vieillissement de votre écran et de la luminosité de votre pièce. Donc, de toute façon, les profils types, ça ne marcherait pas, puisque tout le but, c'est de tenir compte des différents paramètres que je viens de citer. Loïc lui dit, pour moi, on ne peut rien faire sans calibrage écran. Ben oui, c'est-à-dire que on peut faire un edit sur un ordinateur portable, par exemple, qui ne serait pas calibré, mais ça va être juste pour virer les photos où les gens ferment les yeux. Ça, on peut. Par contre, dès qu'on travaille sur la retouche avec le niveau de qualité de ce que fait Antonio, ce serait un gâchis de fou quoi, de le faire sur un écran qui ne serait pas calibré, puisqu'il serait en permanence induit en erreur par un écran qui serait soit trop lumineux ou dont le point blanc ne serait pas précis. Non, puis en plus, mais c'est aussi économique, puisque en maîtrisant son mode de production sur les écrans calibrés, ça évitera d'imprimer des photos qu'on ne va pas aimer. Parce qu'en fin de compte, l'idée, c'est il n'y a rien de plus décevant pour une personne qui décide d'imprimer leurs photos, parce que je fais partie de cette génération qui se bat pour que les photographes impriment leurs photos. Pour moi, c'est l'essence même de la travail de photographe. Et quand on reçoit le tirage et qu'on le compare avec notre écran, alors bien sûr, il y a toujours un delta de tolérance, mais quand il y a des différences telles, et ben souvent les gens sont déçus. Alors que c'est une première expérience, ça va être le contraire, c'est plutôt de l'émotion, quoi. Ça répond. Donc, il y a René, lui, nous dit, croyez-vous vraiment qu'une personne lambda verra la différence? Lui dit, moi j'en doute, la vision du photographe est parfois trop poussée. Mais le truc, c'est que vous-même, déjà, vous rappelez de la prise de vue que vous avez faite. Donc, quand vous étiez même derrière votre boîtier, vous avez fait une prise de vue. Déjà, entre ça et le moment où vous ouvrez votre fichier, normalement, sur votre écran, vous devriez retrouver la sensation que vous aviez au moment de la prise de vue. Tu es d'accord, Antonio? De toute façon, moi, quand entre le discours, les personnes ne voient pas la différence. Mais moi, je ne travaille pas pour que les gens voient la différence ou pas, je travaille pour que je me satisfasse moi-même. Le pire critique de mon travail, c'est moi. C'est-à-dire que moi, quand je propose à des gens de mon travail photographique, c'est parce que je l'ai validé. Je ne veux pas proposer un travail qui ne me convient pas. Donc, ce travail de recherche d'exigence, je me l'impose à moi-même. Je ne le fais pas pour la montrer ou pas, ou que les gens, en me disant, les gens ne vont pas l'apprécier ou pas. Si, les gens vont l'apprécier, parce que j'apprécie mon travail, et donc il est très important. Moi, quand je travaille mes photos, j'y travaille avant tout pour moi, en espérant qu'elles plaisent. Et donc, il faut s'imposer cette rigueur-là. Après, oui. C'est un choix. Voilà. Alors, si vous décidez de ne pas calibrer, ne calibrez pas, mais l'autre grosse différence, c'est quand vous travaillez sur une série d'images qui ne sont pas forcément prises le même jour, l'écran calibré vous permettra d'être régulier dans le traitement de la couleur. Donc, toutes ces choses-là, ça peut paraître des détails, sauf que si vous vous intéressez vraiment à la photo, ce n'est pas des détails, c'est important. Mais par exemple, moi, je suis éditeur de livres pour mes livres de photos, je fais des expositions d'art, etc. Mais je croise beaucoup de gens qui prennent notion de cette importance, parce que c'est pas parce que alors moi j'ai édité des livres à grande quantité, mais de plus en plus de photographes éditent 1 ou 2 livres à travers les réseaux sociaux. Enfin, on a des plateformes maintenant, on peut éditer un seul volume. Mais que ce soit un volume ou 500, la démarche est la même, la démarche de qualité est la même. Et après, je dis aux gens, au lieu d'acheter des photos
donc dans les magasins de décoration, imprimer vos propres photos et accrocher et décorer votre maison avec. Et donc là, forcément, quand on est dans la problématique de l'impression photo, alors, soit on est photographe, on édite du contenu pour les réseaux sociaux, donc là, la rigueur, la problématique, elle est moins importante, mais si on veut passer le pas pour imprimer nos photos, que ce soit un tirage ou un livre, ou même, il faut passer par ce stade-là, c'est très important. Après, ça dépend à quel niveau on se place, au niveau d'exigence, au niveau de sa production, bien sûr. Tout à fait. Alors, non, ça c'est pas ça. Beaucoup de questions sur est-ce qu'il vaut mieux faire un calibrage logiciel. Donc le calibrage logiciel, je rappelle, c'est celui qui est fait avec le logiciel qui est livré avec la sonde, ou est-ce que toi tu fais du calibrage hardware? À ce moment-là, tu utilises le logiciel qui est fourni par le fabricant de l'écran. Non, j'utilise une sonde depuis toujours. Je suis très à l'aise avec ça. Elle est là, je la pose. Je mets une alerte dans mon planning, une alerte pensée voilà, ça me convient très bien. En plus, c'est une sonde qui est universelle. Je peux calibrer parce que j'ai plusieurs écrans, donc j'utilise la même sonde pour tous mes écrans. Et donc tu utilises le logiciel qui est fourni avec la sonde. C'est ça. Ça marche. Et très bien, très accessible, très intuitif, il n'y a pas de souci. L'intérêt du calibrage hardware, j'explique, parce que tu as un SW271C. Si tu voulais, tu pourrais le calibrer avec la même sonde, mais en utilisant le logiciel qui est fourni par BenQ, qui s'appelle Palette Master Elements. Et tu pourrais comme ça avoir un profil qui serait un chouïa plus précis et où il y a un petit peu moins d'intervention humaine, c'est tout. Mais les deux sont bien et en fait, ça se complète. Parce que j'ai travaillé avec un collectif de photographes qui calent leur écran hardware et ça permet en fin de compte, ils ont acheté quelques écrans. Comme ils arrivent en fin de compte avec leurs ordinateurs, ils branchent dessus et automatiquement le système reconnaît le calibrage d'écran hardware et donc ça fait en fin de compte, automatiquement l'écran peut être utilisé par plusieurs ordinateurs. C'est l'avantage aussi. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a plein de questions. Comment s'utilise une sonde? Moi, je vous invite à regarder d'autres webinaires qu'on a pu faire. Pareil, demain, je vous enverrai un lien où on fait un processus de calibrage écran. Ce n'était pas le sujet ce soir, donc on n'a pas couvert cet aspect-là. Très bien. Certains écrans ne sont pas calibrables. Tous les écrans peuvent être calibrés, ça ne va pas leur faire de mal, mais c'est vrai que les écrans d'un ordinateur portable ou un écran qui aurait plus de 5 ans, le calibrer, vous ne pouvez pas vous fier à la qualité des images qu'il va vous présenter. Pourquoi je parle... Excuse-moi, je termine juste sur les portables. En fait, les portables, si vous essayez rien que de bouger l'écran, vous savez, vous le fermez un petit peu ou vous l'ouvrez un peu plus, vous verrez que les couleurs changent. Donc, c'est pas les meilleurs écrans pour ça. Les écrans de bureau, tu peux peut-être nous remontrer la photo de ta config et la mettre en plein écran à côté. Ils sont bien plus sérieux pour ce travail-là. Excuse-moi, vas-y, tu complètes. Justement, les écrans TN inclinables sur les bureautiques, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une formation présentielle, une personne, on l'avait abordé, donc l'importance, en tout cas pour les photographes qui veulent maîtriser et qui veulent des couleurs qui correspondent, parce que la couleur, c'est aussi important pour quelqu'un qui veut développer un univers donc autour de son travail photographique. Et la personne me disait, je comprends pas, des fois, j'ai pas la même sensation. Et en fait, quand je suis passé à côté, j'ai tout simplement incliné l'écran. Et c'est un choc, on voit l'image qui devient plus ou moins sombre, plus ou moins claire, tout simplement parce que l'écran, c'est un écran qui n'est pas la technologie IPS. Et donc là, ça révèle vraiment l'importance de travailler sur les écrans qui sont capables d'afficher, donc, en tout cas, correctement nos images. Et donc, c'est le cas de cette fois-ci de la configuration que je vous montre là, vous voyez. Donc, si vous avez un PC ou un Mac qui fait largement le job. On ne voit pas ton écran là, Antonio. Il n'y a pas d'écran. Ah, pardon. Hop, le voilà. Voilà, merci. Et donc là, c'est une bonne solution nomade, parce que des fois, on peut investir sur un PC ou un Mac qui ne sont pas donnés et dire, ah ouais, mais je fais quoi? Et moi, je lui dis tout simplement, la bonne solution, c'est garde ton PC qui est très bon et utilise-le comme calculateur et tu branches dessus un écran.
Quel est le temps de vie d'un écran? Ben, ça dépend de sa qualité au départ. Donc, moi, je vais vous parler de la marque BenQ, qui est l'écran qu'on voit ici. Ce sont des écrans qui sont livrés avec 3 ans de garantie au début, mais ils sont faits pour vous donner des couleurs quasi parfaites pendant les 5 premières années. Et après, ben, en fonction du fait que vous êtes précautionneux, que vous le calibrez régulièrement, ils vont se dégrader progressivement. Donc, on a pas mal de personnes qui les gardent au-delà de 5 ans, hein, bien sûr, 7, 8 ans. Après ça, ils resteront des bons écrans pour faire peut-être de la bureautique, mais au niveau des couleurs, je suis prêt à parier que dans 7 ans, vous aurez soit un écran qui sera plus performant disponible à ce moment-là, soit l'écran il aura un peu perdu dans sa dynamique de couleur, hein, ce qu'on appelle le gamut, c'est la palette de couleurs, et qu'il serait temps de le changer. Donc souvent, je répète, si vous êtes précautionneux, que vous le calibrez régulièrement, au bout de 7-8 ans, il est bon de changer d'écran. Durée de vie, c'est autre chose. Votre écran, peut-être que dans 15 ans, il continue à s'allumer et que vous pourrez faire du Word, de l'Excel, ou alors l'utiliser pour faire du jeu vidéo, mais peut-être plus pour faire de la retouche d'image qui nécessite des écrans avec un gamut sérieux. Tu confirmes, hein, puisque quand tu avais eu ton nouvel écran, rappelle-moi, tu l'avais comparé à celui que tu avais avant et tu as vu quand même une sérieuse différence justement dans la palette de couleurs. Hein. Ah bah, de toute façon, oui, alors qu'à la base, il y avait les mêmes normes graphiques. Mais voilà, l'autre s'est éteint petit à petit. Ben, forcément, c'est comme une voiture, hein, ça s'use dans la durée. Important, Laurent Guéquière, lui, il rajoute, attention, il ne faut pas oublier de dire que c'est très important pour les images en noir et blanc, un écran bien calibré, et c'est tout à fait juste, Laurent, permet d'aller plus loin dans la profondeur des noirs, mais aussi dans les blancs qui seraient très lumineux. Et un écran bien calibré va respecter la progressivité des tons. Et donc en photo noir et blanc, c'est la qualité des gris. Quand vous avez un dégradé, vous pourrez travailler dessus de manière sérieuse parce que vous avez un écran calibré. Non calibré, vous pouvez soit avoir à l'écran des effets de marche d'escalier qui ne sont pas dans votre fichier, c'est con, Ben oui. et le contraire, c'est ne pas voir des effets de marche d'escalier alors qu'elles sont dans votre fichier et que vous pourriez, en les retouchant, en lissant, ne pas les avoir à l'impression. Donc, après, c'est des choix. Hein. Moi, on n'est pas là pour vous obliger. On vous explique simplement ce que ça apporte. Je rappelle, donc un écran calibré. Puis après, on va passer aux autres questions. Des couleurs plus justes pour la couleur et pour le noir et blanc. Moins de fatigue oculaire pour vos yeux, parce que la durée de vie de votre œil, vous ne pouvez pas en changer. Et un équipement qui va vous durer plus longtemps si vous le calibrez, puisque calibrer son écran, c'est tout le temps le faire travailler dans des conditions optimum. Ce serait un petit peu comme de conduire une voiture sans jamais pousser les rapports, sans être comme un dingue sur l'accélérateur et ensuite freiner comme un fou. Ça on le sait, ça abîme une voiture très vite. Pour l'écran, pareil. Quand il est bien calibré tous les mois, il va vous durer plus longtemps, de manière générale. Et maintenant, on va passer aux autres questions, Antonio. Beaucoup de questions sur est-ce que quand tu travailles, tes prises de vue, notamment de paysage, tu es au trépied ou est-ce que tu es à main levée? Ça dépend des conditions de lumière. C'est-à-dire que on peut très bien faire une balade photographique dans les endroits qu'on aime. Voilà, moi j'ai mes endroits préférés à main levée. Après, on sait que des fois, il faut compenser avec la montée en ISO parce que pour éviter le flou de bouger. En fin de compte. Mais quand on arrive dans des conditions, maintenant, on peut descendre un petit peu. La norme à l'époque, c'était un 60e ou en dessous, on prend le risque d'avoir des flux de bouger. Mais le trépied, le trépied, c'est très bien quand on est en statique, quand on cherche une composition et qu'ensuite on prend sa composition, on met sur le trépied, on cherche sa composition et après on attend les bonnes lumières et on déclenche au bon moment. Après, on peut très bien bosser, faire de la photo opportuniste. Enfin, quand on se balade dans un paysage et aller chercher les ambiances, ça, on peut travailler à main levée. Mais j'aime bien aussi quand je trouve une belle composition et que la lumière ne me convient pas, j'aime bien utiliser le trépied par confort. Je fais mon cadrage et j'attends tout simplement avant de déclencher. Mais les deux sont très très bien. Très bien. Le choix du point que tu fais pour la mise au point, tu l'as bien indiqué quand tu le montrais, ce que tu marquais MAP, c'est la mise au point.
Ouais. Donc, pour ceux qui se posaient la question, bah, vous pouvez revisiter ce webinaire en replay demain ou après-demain, et puis regarder ça. Est-ce que le choix de l'optique est important et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, moi, c'est très simple. Si je dois partir sur une île déserte avec une seule optique, c'est le 16-35. Ça me correspond très, très bien. Et l'optique, le choix de l'optique est aussi un acte créatif, puisqu'en fin de compte, certains photographes auront plutôt tendance à travailler au téléobjectif. Par exemple, imaginons, souvent on dit, oui, la photographie de paysage, j'entends souvent et je lis souvent ça, la photographie de paysage, c'est au grand angle. Non, c'est faux. C'est pas parce qu'on fait du paysage qu'on est obligé de travailler avec des grands angles. On peut très bien, moi, quand je pars sur l'île de Madère, qui est un endroit magique, je pars avec un 16-35 et un 70-300. Pourquoi? Parce que le 300 me permettra d'aller chercher, parce que physiquement, on ne peut pas aller des fois dans un endroit. Par exemple, si je vois un sapin accroché à une falaise, au 300 mm, je peux l'isoler dans ma composition et donc le positionner, donc un peu la symbolique de l'arbre, un peu seul, etc., sur la falaise. Et donc, on peut très bien travailler au 300 mm, comme je le fais, comme au 16-35. Donc, moi, mes deux optiques préférées actuellement, c'est le 16-35. Donc, pour les grands angles, pour les paysages avec des prises de vue un peu panneaux, et bien sûr le 300 mm quand il faut aller sélectionner des sujets très précis. Mais encore une fois, le parc optique correspond à l'activité du photographe. Par exemple, un 300 mm en architecture, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut bien cibler par rapport à par exemple, une personne qui fait de l'animalier ou de l'oiseau aura plutôt tendance à acheter des 1200 mm ou des 800 mm ou un petit peu plus loin parce que pour aller cibler le sujet. Ça dépend encore une fois de l'activité du photographe. La majorité de tes images ce soir ne montrent pas d'humain. Est-ce que c'est un choix volontaire? Alors, la photographie, n'oublions pas, c'est une activité, je l'insiste là-dessus, parce que des fois, il y a une génération de techniciens qui voient la photographie comme de la technique. Oui, il faut de la technique, il faut du matériel, il faut de l'apprentissage, mais il faut dépasser toute cette technique-là pour aller vers une sensibilité qui nous est personnelle. Et moi, depuis quelques temps, c'est récent, j'aime intégrer l'humain dans mes paysages, alors qu'il y a quelques temps, je ne le faisais pas. C'est pas que c'est moins bien avant ou que c'est mieux maintenant, c'est que maintenant, n'oublions pas que, encore une fois, c'est une activité artistique qui est liée tout simplement à la sensibilité du photographe. Et nous, on est tous différents. Et nos sensibilités, en plus, c'est encore plus particulier, c'est que notre sensibilité change avec l'âge, notre maturité, on voit les choses différemment. Et donc, je dis souvent à tous ceux qui sont débutants, qui se prennent un peu la tête avec leur façon de travailler au moment, à l'instant T, de toute façon, arrête de prendre la tête. Tous les ans, tu vas recommencer cette réflexion-là. On change en permanence. Continue et montre-nous l'image de l'arbre où on voit une silhouette dans la brume. Et comme ça, je te pose la question suivante. Est-ce que tu recadres beaucoup pour la partie Jamais. composition? Donc, Jamais. c'est dès la prise de vue que tu fais ta compo et cadrage. Tu ne recadres pas dans l'image par la suite. Non, alors je vais expliquer pourquoi. Il y a une raison. Mhm. Je vais vous expliquer pourquoi je mets ça, je mets ça à l'écran. Plein écran, s'il te plaît. Voilà. Donc là, par exemple, il y a un humain, mais il est suggéré. Oui, parce que on est vraiment dans l'image émotionnelle. C'est-à-dire que j'ai du bruit, les conditions étaient extrêmes, mais à la rigueur, peu m'importe, ce genre de photo qu'on ne vienne pas me parler technique. Là, on est dans l'émotion parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Si les gens veulent la connaître, ils vont sur mon site d'auteur. Ça s'appelle Toujours là, une série qui a été exposée à Arles, qui a fait l'objet, donc qui fait encore l'objet d'une belle exposition. Et donc là-dessus, la technique, peu importe, c'est vraiment dans la symbolique de l'arbre. C'est un arbre qui est sur les hauteurs de Madère, qui est très 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 vieux. Je crois qu'il est classé millénaire. Et cet arbre qui est torturé il prend du vent, il a été déformé par la nature, et comme si c'était incliné pour protéger un peu cette fragilité, cette silhouette. Et là, on est vraiment dans l'émotion. C'est pour ça que je dis, on parle de technique, on parle de composition. C'est vrai, il faut se former à tout ça, mais avec la maturité, vous verrez qu'en fin de compte, vous irez à l'essentiel. C'est tout simplement ce que vous voulez transmettre. Et c'est l'importance de cette photo. Donc, on est vraiment dans l'émotion totale. Très bien. Les autres questions. C'est une jungle, les sondes de calibrage, laquelle choisir?
Bah, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Mais Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? moi, je suis, bah, j'utilise très clairement, j'utilise des sondes Calibrite parce que je travaille avec cette marque-là depuis maintenant, je crois, une vingtaine d'années, je crois. Ouais, Et même avant de faire de la photo, tu l'utilisais déjà quand tu travaillais dans la publicité. ouais, donc voilà quoi. Donc c'est du bon matériel, c'est du stable. Et donc voilà. Après, il y a plusieurs marques, mais voilà, moi voilà, je suis très bien avec ces sondes-là. Donc la Color Alors, on peut Shaker, enfin, compléter parce que quelqu'un demande quel est le prix d'une sonde de calibrage. Donc, ça démarre autour de 200 € pour les plus simples et ça peut aller jusque 600 € si vous prenez le petit Spectro qui permet de calibrer écran, vidéoprojecteur, mais aussi de faire des profils d'imprimante. Donc, c'est pas tout à fait le même matériel, hein, qui s'appelle le Calibrite Studio. mais cette sonde-là, d'entrée, elle est déjà bien. Hein. Il y a de belles choses avec. Alors, une sonde comme ça, effectivement, ça vaudra, on vous disait, à partir de 200 €. Ça permet de calibrer les différents écrans, donc le vôtre, des fois celui des clients, et il y a pas mal de photographes qui proposent ça comme service complémentaire. Ça permet de calibrer aussi un vidéoprojecteur le jour où vous voulez montrer votre travail photographique à des amis ou à votre famille, et si vous avez un vidéoprojecteur chez vous, eh bien vous pouvez le calibrer par rapport même à la couleur du mur. Alors, il ne faut pas que le mur il soit bleu, mais il n'est jamais parfaitement blanc. Il va être gris clair, il va être coquille d'œuf le mur souvent. Eh bien, ça permet d'étalonner et de tenir compte de la couleur du mur pour présenter vos photos de la meilleure manière possible. La même sonde, hein, en fait, elle va se poser comme ça et vous allez pouvoir la mettre face au mur. Et si je vous montre, il y a un petit pas de vis pour la monter aussi sur un pied photo si nécessaire. Ça, c'est important pour les vidéoprojecteurs. Il faudra que je te refasse un petit topo dessus, tu verras un jour, c'est sympa. Et il y a des questions aussi, des gens qui disent à partir de quand il y aura un connecteur USB-C. C'est en cours parce qu'actuellement c'est des USB 2 ou 3 et il faut utiliser un adaptateur, mais prochainement il y aura un changement dans les mois qui viennent. Voilà. Bon, on a couvert pas mal de choses. Je vais peut-être prendre encore une ou deux dernières questions. La durée de vie d'une sonde, à peu près 2 générations d'écran. Donc voilà, je disais, si votre écran dure 7-8 ans, bah, une sonde elle dure très longtemps, notamment celle de la marque Calibrite dont parlait Antonio, qui sont équipées d'un filtre à base de verre. Alors, on ne le voyait pas forcément, mais comme vous le savez, si vous faites un peu de photos, le verre, c'est une matière très stable. Si vous la nettoyez pas ni avec du papier de verre, ni avec du sable, votre sonde, elle va pas s'abîmer. Le truc qui se casse le premier, c'est le câble. Si vous êtes bête et que vous la serrez très très fort, comme ça, comme un fou, et là vous allez casser le câble en fait. Sinon, les sondes elles-mêmes sont fiables. Toi, tu en as une, elle a duré plus de 10 ans. Je crois que j'en ai une qui a plus de 10 ans. Bon, Ouais, j'utilise, c'est ça. comme je renouvelle, j'ai toujours tendance à garder mon matériel, donc elle doit être traîner dans un carton, mais elle était, voilà, je les renouvelle régulièrement, mais ça dure quand même pas mal. Alors, il y a pas mal de questions sur tout ce qui est le profil papier. C'est pas le but de ce webinaire parce que on a déjà duré pas mal de temps. Il est 19h28, on arrête dans 2 minutes. Ce sera le sujet d'un autre webinaire et vous pouvez aussi regarder. On a déjà parlé de profil pour l'impression dans des webinaires précédents. Donc, n'hésitez pas à regarder. On a toute une collection en fait de webinaires. Je te rappelle, on avait fait un avec la photo d'architecture dans un hôtel au Portugal, avec l'utilisation des chartes Color Checker, puisqu'il y avait des questions aussi là-dessus. Là, aujourd'hui, c'était sur la composition. Et on a répondu à pas mal de vos questions autour du calibrage écran. Je pense que c'est bien, on ne peut pas couvrir tous les sujets, mais en nous suivant dans d'autres webinaires ou en regardant dans les webinaires qu'on a fait avant, vous pourrez compléter votre compréhension du sujet, bien entendu. Mais de toute façon, tous les webinaires qu'on a proposés ensemble en co-organisation, les gens peuvent le retrouver sur le site, mon site j'adorelaphoto.com, sur le blog photo. Donc, j'adorelaphoto.com, blog photo. Et là, vous avez tout ce qui est justement de simulation de print sur écran, toutes ces choses-là qu'on a déjà proposées. Ça permet de retrouver les webinaires, en tout cas ceux qu'on a proposés ensemble. Calibrage écran, simulation print sur écran, etc. Donc, www.j'adorelaphoto.com,
au blog photo. C'est très simple à trouver. Alors, Christophe demande, il dit que tu n'as pas répondu pour le recadrage. Est-ce que tu recadres beaucoup? Moi, il me semble que tu avais répondu qu'en fait, tu ne recadrais pas en retouche. Non, parce que le cadrage, c'est un acte créatif. Il faut bien concevoir ça. Et par contre, moi, mes images, je ne recadre jamais mes originaux. Alors, soit quand je suis en auteur photographe, je cadre sur le terrain et je n'y touche pas. Par contre, si je suis en reporter terrain, donc où je vends mes photos, il ne faut jamais recadrer ces photos-là parce qu'il faut laisser la marge à l'éditeur de cadrer selon donc la pagination, l'utilisation de l'image sur la pagination. Si vous cadrez votre image, en fin de compte, vous bridez l'utilisation de votre image, par exemple, en éditorial, parce que votre image, soit droite, de gauche, pleine page ou demi-page, c'est important. Donc, je ne recadre jamais mes photos. Merci beaucoup. Vous étiez à certains moments plus de 700 personnes à nous suivre. On n'est peut-être pas compte, donc on n'a peut-être pas pris toutes les questions de tout le monde. On a essayé de faire de notre mieux là-dessus. C'est pas toujours facile. Merci en tout cas pour votre confiance. Merci beaucoup à toi, Antonio. C'était des super photos. J'aimerais que tu en remontres une. Et moi, je vais disparaître et je vais te laisser avoir le dernier mot et donner peut-être un petit conseil ou une idée que tu aimerais faire passer aux spectateurs qui ont décidé de nous suivre ce soir. Merci à vous et le dernier mot pour Antonio. Attends, je n'avais pas partagé mon écran. Oui, tu peux le partager maintenant. Attends, voilà, je vais l'activer. J'aime bien celle-là. J'aime bien cette photo. J'aime beaucoup cette photo. Alors, mon conseil sur ce thème composition et lumière, c'est tout simplement prenez le temps de votre réflexion photographique. Voilà. On va dire, beaucoup de gens apprécient mon travail. C'est vrai que je vends des livres. Beaucoup de gens ont acheté mes livres, voient mes expositions, m'achètent des tirages. Mais il faut savoir que tout ce travail de qualité, il n'y a pas de secret. Il faut tout simplement s'obliger à une certaine rigueur de travail, aller sur le terrain, y aller plusieurs fois s'il le faut. Donc, en gros, ne prenez pas des photos pour stocker dans des disques durs. Prenez le temps de la réflexion, allez sur le terrain plusieurs fois, cherchez la bonne composition, adaptez-vous aux conditions climatiques. N'ayez pas peur de remettre en question toutes les règles que vous avez pu apprendre à droite et à gauche. Ce qui compte, c'est votre sensibilité. Et surtout, la vraie règle en photographie, essayez de faire différent. Si vous allez sur un, là, je pars bientôt, je suis en train d'organiser un voyage en Écosse dans les Glencoe. Je vais aller sur le terrain et je vais prendre le temps de la réflexion. Il faut accepter d'être déçu, il faut accepter de revenir de votre session de photo déçu parce que vous n'avez pas eu ce que vous avez eu, mais peu importe, il faut y retourner. Et à un moment, dans la photo que je vous ai montrée de Playa de Arnia, donc sur la roche, donc en Espagne, je suis resté 3 jours sur place avant de réussir cette photo-là. J'ai pris le temps qu'il fallait, mais je finis par l'avoir. Donc, ne lâchez rien et réfléchissez toujours, encore une fois, la composition, c'est les fondations d'une belle photo. Donc, réfléchissez composition et prenez le temps pour travailler et observer votre sujet pour, encore une fois, le sublimer. Voilà. Merci beaucoup et bonsoir à tous et à Merci à toutes. tous. À Au bientôt. revoir. Bye.